Bonsoir, Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 19 février 2023. Alors, une librairie, c'est quoi? C'est une communauté de croyants. Et le libraire, parfois, certains libraires en tout cas, officient. C'est-à-dire doivent répondre à certaines questions qui, pris au premier degré, peuvent sembler étonnantes. Et Fabienne, qui a été témoin de cet échange entre l'un des disciples de la librairie et moi-même, me disait après combien elle était toujours étonnée que les Québécois posaient des questions au premier degré. Et qu'elle était étonnée également de me voir y répondre avec ce même premier degré. Elle a dit pour un Français, on aurait répondu au deuxième degré ou on aurait répondu de manière littérale, de manière structurée, disons. Et de manière presque sans possibilité d'échange. Alors, quelle était cette question? Qu'est-ce que la littérature? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que la littérature? Et après vérification, la littérature, c'est une trace écrite faite dans un souci esthétique. Ça aurait été tout bêtement l'explication, la réponse à cette question. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai répondu. Tout de suite, j'étais sur un autre plan. Et j'ai pensé à Proust. J'ai pensé à Freud. J'ai pensé à un certain nombre d'auteurs qui avaient leur définition de la littérature. On va commencer par Proust. Proust, pour lui, la littérature, c'était du potinage, des potins. Alors, c'est sûr, les esprits supérieurs vont toujours se garder d'en faire des potins, ou encore vont-ils juger que c'est l'apanage d'esprits superficiels. On demeurera toujours étonné de voir que certains grands esprits, en tout cas spécialistes de Marx, d'Hegel ou de Wittgenstein, se livreront à de bas et d'obscènes potins. Mais le potin, qui est le cadet, le benjamin de la rumeur. De la rumeur, elle, qui est aussi décriée, mais la rumeur nous informe aussi. La rumeur nous informe sur le comportement de tel individu. La rumeur nous met en garde. La rumeur nous indique des risques de tempête à l'horizon, nous indique qu'il faudra se méfier de certaines situations ou de certaines personnes. Le potin, lui, suit petit patapas. Il suit derrière et il distribue de toutes petites informations qui viennent peaufiner ce que la rumeur a avancé. Et nous sommes tous friands. En fait, nous sommes toujours à l'écoute de la rumeur, car la rumeur enseigne. Elle peut aussi désinformer, mais ce n'est pas ça mon point. Je m'arrête simplement sur la qualité de la rumeur, non pas son défaut, non pas ses multiples défauts. Et les potins, nous en sommes tous friands, même ceux qui font semblant de ne pas les écouter, les écoutent avec désinvolture, nonchalance, sans l'air d'y toucher. Mais ils les écoutent. Alors, quand on jumelle à la fois la rumeur et les potins, et qu'on couche ceci sur papier, et qu'on réussit à rendre vie à des dialogues, par des dialogues, qu'on réussit à rendre crédible
certaines situations, qu'on réussit à rendre même la trame tragique même dans certains récits, dans certaines narrations. Alors là, nous sommes en présence de ce qu'est la littérature. Cette alchimie, cette transformation à la fois de la rumeur, à la fois du potin, et aussi, oui, parce que la rumeur, elle peut provenir aussi des grands bouleversements sociaux, des grands bouleversements économiques, des grands bouleversements politiques, des guerres, des épidémies, des grands faits qui échappent à l'humaine individualité. Alors, certains littérateurs, littératrices ont ce talent de faire articuler la rumeur, de mettre le potin en mouvement, de mettre l'histoire en branle, de tisser avec ces innombrables aspects de la réalité un chatoiement, quelque chose qui donne une sorte de courte pointe écrite qui est esthétiquement compatible avec ce que nous sommes. J'ai failli dire qui est esthétiquement appréciable. Mais encore là, la littérature, toutes les littératures, tout le prêt-à-porter littéraire ne conviennent pas à toutes les complexions. Ainsi, certaines personnes friandes de littérature seront allergiques à Proust, à ses longues phrases, en fait pas si longues en fait, on a peut-être exagéré, mais à ses descriptions d'un monde ancien, de ces menues préoccupations de la vanité humaine, du désir, de la jalousie, des rivalités. Proust est un extraordinaire psychologue et il est également quelqu'un qui a bien décrit le basculement d'une société à une autre, d'un ordre ancien, il l'a décrit, cet ordre ancien en train de disparaître, et l'apparition d'un ordre nouveau avec des innovations technologiques. Le téléphone, le télégraphe, les premiers disques, les trains. Et tout ça, il nous a montré ça, Proust. Lecteur de Bergson, alors aussi philosophe, Proust. Mais certaines personnes ne se sentiront pas bien dans cet univers extrêmement écrit de Proust. À l'inverse, d'autres apprécieront le rythme saccadé, trépidant, mais aussi chichiteux, aussi avec le petit détail, parfois scabreux, de Louis-Ferdinand Céline. D'autres encore apprécieront l'univers attardé de l'adolescence, de la déshérence, de l'impossibilité à vivre, de la difficulté de payer son loyer, des mille et une et menues difficultés de l'existence ordinaire d'un régent du charme, par exemple. Et en fait, la littérature, non seulement est une expérience esthétique, mais c'est aussi une expérience existentielle qui nous renvoie à nous-mêmes. Ah oui, j'aurais pu répondre, mais à Éric, je ne lui ai pas offert la réponse simple, la réponse de base. Je me suis lancé dans... Et j'ai évoqué Freud aussi. Freud qui menait ses enquêtes psychanalytiques comme un auteur de romans policiers. Ah oui, quel était le personnage principal? Quelles étaient les relations du personnage principal avec sa maman? Quel était le rôle un peu étonnant du père dans les souffrances du fils? Les rivalités entre gens d'une même fratrie, avec l'évocation des dieux et des figures de la Grèce antique ou biblique. Totem et tabou, comment une communauté se
se forme à partir d'un meurtre commis en commun. Et là, nous retrouvons dans le crime de l'Orient Express, mais en direction de Vienne. Alors, la littérature, au fond, c'est le reflet de la vie, mais esthétisé. Mais cette esthétique-là ne convient pas à toutes les sensibilités. Chacun va trouver dans le travail de la littérature, dans ce travail de l'écriture fait par l'artisan, le tailleur écrivain, qui va confectionner ses livres, mais ce ne seront pas là des prêts-à-porter pour tous les esprits. Chacun devra trouver ce qui convient à sa complexion. Et d'une certaine manière, par ce biais, c'est une manière aussi d'apprendre à se connaître. Nos répulsions nous en disent autant que nos affinités, ce qui nous porte vers tel auteur ou telle autrice. Ça va nous en dire long sur ce que nous sommes. La folie, par exemple, pratiquement de tous les personnages, presque tous en psychose, ou en tout cas en névrose aggravée, qu'on retrouve dans les romans de Dostoïevski. On ne peut pas dire que les romans de Dostoïevski sont des romans réalistes, mais ils décrivent une folie, et c'est pour ça, je pense, que les romans de Dostoïevski trouvent chez les jeunes lecteurs adolescents autant de ferveur. C'est qu'ils sont fous, ils sont devenus fous, ils sont sur le bord de la folie. Comme l'est l'adolescence, coincée entre l'enfance et la vie adulte, qui se profile à l'horizon, bien souvent comme une menace, en tout cas avec un vif sentiment d'insécurité, sur le point de basculer, par exemple. On a cette impression-là. Alors c'est pour ça aussi, les romans de Tolstoï vont trouver chez les amateurs de littérature qui auront assumé un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire des gens plus âgés, disons, qui auront connu de grandes épreuves personnelles ou encore qui auront assisté à des grands bouleversements sociaux. Alors l'ampleur des romans historiques de Tolstoï va trouver chez certaines personnes, la lecture de ces romans vont trouver chez certaines personnes, ils vont y trouver un vif plaisir. Voilà. Alors, et là, Éric m'indiquait la section sciences humaines, la section philosophie, les essais, si je considérais cela comme de la littérature. Pour ma part, oui. Depuis déjà un certain nombre d'années, je considère la philo comme étant de la littérature. Ce qui, sans doute, me déclassifiera immédiatement comme philosophe. Mais de toute façon, je n'en ai cure. J'ai toujours affirmé, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ma passion première, c'est la littérature. Alors peut-être, par une sorte de tour de passe-passe intellectuel, j'ai réussi à y faire entrer Platon, Wittgenstein, vus comme des auteurs de littérature. Alors bon, sans doute c'est une hérésie, sans doute je dis n'importe quoi, mais pour moi, ça relève de la même dynamique. C'est-à-dire, c'est une expérience écrite qui nous informe ou nous transmet ou nous fait vibrer sur ce qu'est l'expérience de l'existence humaine. Alors voilà, je voulais vous parler d'autre chose aujourd'hui, parce que je veux revenir sur Bernard Chouraqui. Je ne veux pas le quitter, Bernard Chouraqui. D'ailleurs, tous ses livres sont autour de moi. Je les avais commandés, j'en avais commencé quelques-uns l'année dernière, à pareille date, mais je n'étais pas prêt. Ça aussi, mais Bernard Chouraqui, il est obsessif, hein? Il tient une idée, il ne la lâche pas,
Et c'est aussi de la littérature, parce qu'il y a un véritable souci esthétique de faire plaisir à la fois à l'oreille, à la fois à l'imagination et à l'esprit également. Ouais, hein, c'est... J'aime ça créer des nouveaux décors, hein, on va changer... Avec la petite caméra, on peut se promener, on peut aller n'importe où, en fait. Et ben voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et je vous dis à demain.